Monsieur le Président, Yorana. Alors, vous avez entendu la satisfaction des étudiants. Qu'est-ce qui a motivé votre gouvernement à faire donc cette revalorisation? Écoutez, nous avons toujours considéré que l'avenir de ce pays, c'est nos enfants, et nos étudiants, c'est un investissement sur cet avenir. Et puis, quand vous aidez un étudiant, vous aidez également ses parents. On l'a vu dans le reportage, la plupart des étudiants, finalement, il y a aussi les parents qui contribuent. Et donc, le fait d'augmenter ces bourses, qui est une augmentation sans précédent dans l'histoire de notre pays, pour nous, c'est un investissement sur l'avenir. Vous êtes d'accord avec ce qui a été dit par rapport à une augmentation qui aurait été souhaitée également pour ceux qui sont en master? L'augmentation, elle existe, elle n'est pas la même. Je ne pense pas que le coût de la vie soit différent que vous soyez en master ou en licence. Donc ce que nous avons fait, c'est que nous avons essayé d'égaliser un peu tout le monde. Je pense que l'augmentation même moindre des bourses en master, elle va être appréciée. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour ces premières réponses. Vous l'avez annoncé hier à la fin du collectif budgétaire. L'État organise le retour des Polynésiens donc bloqués du côté donc de la Nouvelle-Calédonie à cause de ce qui se passe et de ces émeutes. Certains parmi eux considèrent comme prioritaire embarqueront donc demain sur un vol spécial pour revenir à Tahiti. Les autres Polynésiens devront encore patienter. C'est le cas de Heriani Touar et Hoano à Bernardino. On l'écoute. J'ai eu certains Tahitiens qui sont basés sur Nouméa qui m'ont contacté pour me dire si j'avais reçu le mail du Osaria. Et donc demain matin, avant 8 heures, ils doivent se rendre à l'aéroport de Magenta. Mais par rapport à moi, ben, je n'ai toujours pas reçu. Bon, je pense que ça va être dans la continuité. Ben, ça fait 2 semaines que je garde la foi et puis j'ai la foi en mon pays et je sais que un jour ou l'autre, je vais devoir rentrer chez moi. Et vu les tensions qui se passent en ce moment après l'annonce du président, bon, on espère que tout puisse revenir dans l'ordre dans peu de temps, mais c'est pas la réalité que nous avons jusqu'à ce matin. Alors, Monsieur le Président, vous l'avez vu, hein, tous les Polynésiens bloqués en Nouvelle-Calédonie ne pourront pas donc rentrer demain. Que souhaitez-vous leur dire? Un peu de patience. Vous savez, depuis le début de ces événements, nous avons tout de suite, nous sommes mis en contact avec les autorités de Nouvelle-Calédonie. Nous avons demandé à pouvoir disposer de la liste complète des Polynésiens bloqués en Nouvelle-Calédonie, ainsi que la liste des Calédoniens présents chez nous. On n'a pas eu ces listes. On a fini par mettre en place une plateforme de recensement qui a bien fonctionné. Et c'est sur la base de cette liste que nous avons donc constituée, avec cette coopération avec l'État, avec le Haut-Saria de Nouvelle-Calédonie, que ce premier rapatriement va pouvoir se faire. Donc il faut déjà se satisfaire de ce premier rapatriement. Je crois que c'est 80 personnes qui sont concernées, donc un peu moins de la moitié, puisque nous avons recensé à peu près 180 Polynésiens en Nouvelle-Calédonie qui doivent revenir, et une cinquantaine de Calédoniens présents chez nous qui veulent retourner en Calédonie. Donc on aura déjà ce premier contingent de 80 Polynésiens qui vont pouvoir revenir. Normalement, ils sont attendus à l'aéroport de Magenta à 8 heures, avant 8 heures demain matin, pour être transportés ensuite à Tontouta et partir de Tontouta pour venir sur Tahiti. Ce que nous ne savons pas encore aujourd'hui, mais bon, tout peut changer, ça se gère vraiment au quart d'heure près. C'est si l'avion qui va ramener nos Polynésiens pourra repartir vers la Calédonie pour éventuellement embarquer les Calédoniens qui sont en Polynésie. Ça, je ne peux pas aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, vous le confirmer. Justement, il y a aussi l'équipe, hein, pour rester dans l'actualité, de Magenta, Oui, en l'occurrence, tout à qui fait. est ici et qui souhaiterait rentrer. Tout à fait. Ben, malheureusement, je ne peux pas vous dire quoi que ce soit à ce sujet aujourd'hui. On est dans l'attente, on continue de travailler avec les autorités de Nouvelle-Calédonie. Nous leur avons transmis une liste de passagers prioritaires basée sur les états de santé, basée sur les conditions. Certaines personnes sont menacées de perdre leur travail, d'autres ont laissé des enfants en bas âge. Donc nous avons malheureusement dû établir une liste prioritaire. C'est ce premier contingent qui va partir demain. Le président Emmanuel Macron a fait un déplacement de courte durée à Nouméa pour installer une mission de dialogue. Quel est votre sentiment par rapport donc aux interventions du président sur le Caillou?
Je pense malheureusement que l'État continue dans sa mauvaise appréciation de la situation en Nouvelle-Calédonie. C'est mon sentiment, c'est mon analyse. Les soucis qui se déroulent, enfin qu'on a aujourd'hui, étaient prévisibles, étaient prévus depuis la fin du troisième référendum, qui n'est toujours pas accepté par la communauté kanak, par le camp indépendantiste, qui n'est d'ailleurs pas reconnu par la communauté internationale. La persistance de l'État à vouloir reconnaître ce troisième référendum, malgré le fait qu'il y ait eu 56% de la population qui n'ait pas participé, c'est une première erreur. Et ensuite, de vouloir passer en force ce texte sur le dégel du corps électoral, c'est une deuxième erreur. Malheureusement, l'État persiste et signe. Vous avez proposé d'ailleurs à l'État d'être médiateur, qu'en est-il? J'ai proposé de faire partie éventuellement d'une mission de médiation. Pour l'instant, je n'ai pas de retour. Je crois qu'aujourd'hui, ils sont tous un peu le nez dans le guidon en gestion de crise. Si on me sollicite, je répondrai bien entendu avec plaisir. Monsieur le Président, lors du collectif budgétaire, l'amendement présenté par le groupe Tapura à Huir-Attira pour une aide solidaire au peuple de la Calédonie a été rejeté. Comment l'expliquez-vous? Je l'explique de manière très simple. Pour moi, c'est un amendement politicien. Il y a un responsable à la situation en Nouvelle-Calédonie, c'est l'État. J'estime aujourd'hui que c'est à l'État d'assumer les premiers secours, on va dire, et l'aide primaire qui doit être apportée à nos voisins de Nouvelle-Calédonie. Ensuite, malheureusement, il est prévisible qu'après la situation se débloque, un afflux de personnes de Nouvelle-Calédonie arrive chez nous. Il faudra prendre en charge ces personnes en termes de logement. Elles seront inscrites au RST. À ce moment-là, nous aurons bien besoin de ces sommes qu'ils ont voulu inscrire. Et lors toujours de ce collectif budgétaire, la majorité a rejeté l'amendement de Aheria Polinitia pour la revalorisation du COPRA, ce qui a provoqué des tensions au sein du TAVNI. N'y a-t-il vraiment rien à faire? Non, ce n'est pas des tensions. Il y a des gens, notamment nos élus des Tuamotu, pour qui le COPRA, c'est quelque chose qui vivent dans leur chair, c'est leur quotidien. Nous essayons d'expliquer, y compris à certains de nos membres au TAVNI, des membres de la majorité, qu'il faut assurer cette transition d'une filière COPRA qui est aujourd'hui structurellement déficitaire. Vous avez un prix du marché mondial à 60 francs le kilo et vous avez un prix de rachat qui est plus du double. Donc plus on produit de COPRA, plus on creuse le trou dans le budget. Malgré tout, ces subventions au COPRA ont toujours été maintenues parce que c'est un amortisseur social. Maintenant, faisons une comparaison. Si vous faites du COPRA ou si vous faites du mitihoué, eh bien vous gagnez 3 fois plus d'argent en faisant du mitihoué. C'est le même produit au départ. La question qui se pose, c'est pourquoi ne pas faire du mitihoué? Pourquoi continuer à faire du COPRA? Si vous gagnez 3 fois plus d'argent en faisant du mitihoué, vous pouvez faire de l'huile de coco vierge, vous gagnez encore plus. Donc, il faut, avant de remettre simplement de l'argent dans les subventions du COPRA, il faut qu'on s'assied tous ensemble, qu'on étudie bien la filière et qu'on décide ensuite comment mieux cibler les aides et mieux cibler les investissements pour faire cette transition d'une filière COPRA déficitaire à une filière cocotier qui, elle, soit bénéficiaire. Revenons sur votre bilan pour votre année de gouvernance. Syndicats, MEDEF et d'autres responsables de l'opposition ont exprimé leur inquiétude sur le plan économique pour fin 2024 et 2025. Qu'avez-vous à leur répondre? Écoutez, je crois qu'à un moment donné, il faut regarder les chiffres. Les investissements, par exemple, au niveau du ministère de l'Équipement n'ont jamais été aussi élevés que dans le budget que nous avons voté pour cette année. Nous avons en revanche des difficultés à avoir des réponses aux appels d'offres parce que les entreprises ont des carnets de commandes pleins. Donc il y a une forme de paradoxe à venir nous dire qu'il n'y a pas assez de boulot et en même temps nous dire on a trop de boulot, on ne peut pas répondre aux appels d'offres. Ensuite, il y a des éléments à améliorer, il y a des clarifications à apporter, notamment aux investisseurs qui, aujourd'hui, dans le domaine hôtelier, par exemple, se sentent exclus du dispositif de la défiscalisation. Nous leur proposons un autre dispositif qui est plus adapté aux grands investissements, mais ça prend un peu de temps. L'opposition vous a donc aussi fustigé en disant que vous n'aviez aucun bilan. Qu'en pensez-vous? Bon, je pense que l'opposition s'oppose, elle ne sait faire que ça. Voilà, donc je ne sais pas plus de commentaires à faire. Les chiens à bois, la caravane passe.
Vous revenez d'une mission à Singapour, hein. Qu'avez-vous retenu lors de vos échanges? Bien, j'ai retenu plusieurs choses. D'abord, nous étions c'était tous les ministres des Affaires étrangères. Donc, étant moi en charge du portefeuille des relations internationales, je représentais la Polynésie, donc du Pacifique, qui étaient réunis. On se rend compte qu'on a des problématiques communes et on se rend compte que sur nombreuses de ces problématiques, Singapour a aujourd'hui les moyens de nous aider. Alors, ça ne veut pas dire nous aider financièrement, forcément, quoique. Je vais vous donner un exemple concret. Nous avons en ce moment même à Singapour, juste après mon passage là-bas, nous envoyons deux de nos fonctionnaires, une personne de la direction de l'environnement et une personne de la direction de l'équipement, qui vont pouvoir, on va dire pas intégrer, mais être formés dans l'administration de Singapour, dont on sait que c'est l'une des plus efficaces au monde, pour pouvoir finalement voir autre chose, voir d'autres manières de faire et revenir enrichi de cette expérience. Monsieur le Président, merci d'avoir donc répondu à toutes nos questions. Merci. Juste peut-être souhaiter une bonne fête à toutes les mamans. Merci beaucoup.